Hey, bonjour tout le monde, alors j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme aujourd'hui. On commence notre premier vrai tuto dédié à Miniscrap. Donc l'objectif aujourd'hui, vous allez voir, c'est très simple, on se fait un petit aperçu. Donc aujourd'hui, on va s'attaquer, alors je relance le Excalibro, on s'attaque aujourd'hui à la partie scrapper et la partie frontale, donc le premier scrapper. Donc si on prend notre schéma ici brièvement, hop, je me déplace, c'est ce scrapper là. Donc on commence cette brique-ci, l'objectif c'est aussi de découvrir en même temps Selenium pour les gens qui ne connaissent pas. Donc vous allez voir, c'est très simple. À la fin de la vidéo, ce qu'on va pouvoir faire, c'est lancer notre petit programme Python Scrap, le lancer de cette manière-ci, ça lance tout simplement ici un Chromium et ça se déplace, ça va récupérer les éléments, vous voyez l'élément qui est ici, faire un petit calcul et vous voyez qu'ici donc ça nous récupère cet élément là et ça nous permet de sortir le 400 qui est finalement une échelle de range qui est très important pour récupérer les cryptos, la liste des cryptos. Donc on va découvrir ça ensemble dans le détail. Donc jingle et c'est parti. Alors si vous voulez gagner un petit peu de temps, vous pouvez vous rendre dans la description de la vidéo et dans le répertoire 02 du dépôt tutoriel Miniscrap, vous pouvez retrouver donc ce qu'on va voir aujourd'hui de manière à gagner un petit peu de temps et à juste se contenter de faire les copier-coller. Attention, moi à titre personnel, j'ai beaucoup de mal à apprendre un langage en faisant juste des copier-coller. Il faut vraiment que je tape caractère par caractère et même plusieurs fois pour que ça finisse par rentrer. Le copier-coller c'est bien pour comprendre le concept général, mais il faut quand même le reprendre vraiment minutieusement, je trouve, c'est quelque chose d'important. De la même manière qu'aujourd'hui on va passer sur pas mal de choses, n'hésitez pas à aller faire de la recherche Google sur chacun des éléments, de manière à approfondir un petit peu plus les choses, vraiment mieux les comprendre. Moi je vous donne juste ce que je sais. Et il y a des choses, parfois, ça émane juste d'un copier-coller, quasiment, donc du coup, c'est quelque chose qui est quand même relativement à approfondir et à regarder un peu plus dans le détail. Donc nous, on va repartir ici donc d'un fichier qu'on va appeler donc, on va l'appeler hop ici scrap.py comme ceci, et on va faire un chmod plus x de scrap.py. On va lancer un Codenium ou un Visual Studio Code, pardon, et on va regarder tout ceci dans le détail. Donc on a notre Visual Studio Code ici, hop, voilà. On retrouve, donc on va zoomer un petit peu comme ceci, on va réduire un petit peu ici, hop, voilà. Et donc derrière, on va se lancer à l'attaque de Selenium. Donc Selenium, c'est un scrapper, un web scrapper qui utilise, je vais poser ça ici, qui utilise des navigateurs, différents navigateurs, un petit peu au choix. Il y a la possibilité d'utiliser notamment Firefox et Chrome ou Chromium. Nous, on va se baser plutôt sur Chromium, qui est beaucoup plus pratique, notamment pour l'aspect inspection également, il est assez pratique pour ça. Il est aussi, il permet pas mal d'éviter des petits écueils que va avoir potentiellement Firefox avec notamment Selenium, mais les deux marchent relativement très bien. Vous pouvez switcher, vous allez voir, c'est assez simple. Première chose, donc du coup, nous on démarre avec notre en-tête Python de base, donc le Shibane, quoi qu'il arrive. Ensuite, on va avoir quelques éléments, alors je vais mettre comme ceci à côté, voilà. On va faire juste nos commentaires et je vais vous replacer des éléments à faire de base, c'est des prérequis pour faire en sorte que Selenium fonctionne. Comme je vous disais, donc Selenium c'est un driver, donc il faut télécharger ce driver. Donc vous retrouvez ici les éléments, donc vous pouvez aller sur chromedriver.storage, Google API, vous pouvez retrouver les éléments. Attention, élément très important, vous retrouvez ici la version de Chrome qui correspond. Donc le driver est vraiment très attaché aux différentes versions de Chrome ou de Firefox, peu importe. Vous pouvez aller sur le site de Selenium, télécharger les drivers en question, on peut checker ensemble. Hop, on va le faire comme ceci, voilà, Selenium driver, download par exemple,
Voilà, on va le retrouver là, je pense. Et derrière, en fonction du navigateur qu'on va utiliser, en fonction d'où est-ce qu'on se situe, voilà, on va retrouver... hop là, nous on n'est pas en grid. Alors, download, c'est toujours comme ça, voilà, Python, ici je pense qu'on va s'y retrouver, voilà, Python, et derrière si on descend, on va retrouver, voilà, ici les pages de download, donc on l'a pour Chrome, on l'a pour Edge, pour Firefox et pour Safari. Vous voyez, bon, il y a du choix j'étais un peu peut-être optimiste, il y a du choix de navigateur, pas tant que ça, mais il y en a quand même. Nous en fait on se situe sur Chrome, mais on pourrait faire pareil avec Firefox, download, et vous voyez qu'ici c'est pour quelques versions très précises, 112, 113, 114, vous retrouvez chacun des drivers qui correspondent avec les changelogs, etc. Attention, s'il y a trop de différentiels, ça marche pas, vraiment c'est très très attaché à la version de navigateur, ce qui se comprend. Donc ça c'est le premier élément, donc télécharger cet élément là. Ensuite on va le télécharger, on va le dézipper et on va le déplacer dans notre path. Ça c'est quelque chose de base. On n'est pas obligé de le mettre dans le path. Si on ne met pas dans le path, il va falloir le préciser dans les options qu'on va définir juste en dessous de Selenium pour pouvoir mentionner l'endroit où se situe le binaire du navigateur, donc Chrome ou Firefox, de manière à ce que Selenium puisse l'appeler, le lancer lui-même. Vous allez voir, hein, c'est vraiment lui qui le lance et interagir ensuite avec. Moi, ce que j'ai fait, c'est que de base, donc je télécharge mon driver. Vous allez voir que c'est très intéressant parce que tout ce qu'on fait là, hein, tout ce que je suis en train de vous expliquer, on va le définir dans Vagrant. Alors pas aujourd'hui, mais une autre fois, on va le définir dans Vagrant de manière à ce que on arrive sur une machine, tout sera déjà installé, y compris notre binaire, y compris Chrome, y compris le Selenium Driver, etc. Donc derrière, c'est pour ça qu'il faut bien noter au fur et à mesure, hein, toujours ce que je fais, hein, ça bon, c'est un réflexe de débutant, on va dire, hein, mais c'est de copier-coller toujours toutes les commandes que je lance, je reprends mon historique et j'extracte toutes les commandes qui m'ont permis d'aboutir à un état. Ça c'est quelque chose de base dans notre métier, je pense, tout le monde fait à peu près ça. Et derrière, quand on a Vagrant, par exemple, ça va permettre de directement copier-coller dans du bash, et Vagrant va le lancer, et du coup on est sûr d'avoir un état ISO à peu près la même chose que ce que l'on a voulu ou cherché à obtenir. Ensuite, ce que l'on fait, on installe pip3, donc Python 3-pip, et on installe aussi Chromium. Moi, j'installe pas Chrome, j'installe Chromium, au choix comme vous le souhaitez, mais Chromium est quand même beaucoup plus facile en plus à installer que Chrome sur Linux. Derrière, pip install Selenium. Donc ça, c'est ce qui a été fait, c'est le prérequis. Et maintenant, on peut commencer à coder. Donc du coup, on va avoir notre scrap.py. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir d'un prérequis qui va nous falloir des éléments. Ce que je vous invite, si vous débutez vraiment sur Python, c'est aller voir la playlist dédiée à Python. Ça n'empêche pas que vous allez pouvoir prendre ici un peu au fur et à mesure les choses. Mais par exemple, ici, on va aborder tout l'aspect librairie, module et méthode à disposition de notre code. Et bien tout ça, c'est déjà expliqué dans la playlist dédiée à Python. Il y a déjà beaucoup de gens qui l'ont regardé. Je vous invite à le faire si vous sentez que vous en avez besoin. Ça peut être quand même plutôt pas mal pour bien comprendre. Alors, nous, on va pas avoir besoin d'utiliser des choses complexes pour un débutant, c'est-à-dire par exemple quelque chose qui peut être un peu plus délicat pour un débutant, c'est d'aller rechercher des fonctions ou méthodes qui sont présentes dans d'autres fichiers, donc créer ses propres librairies, etc. Ça, nous, on le fait pas. Par contre, dans la playlist, c'est expliqué. Ça permet aussi de mieux comprendre un petit peu comment ça fonctionne là. Donc, on a deux manières d'importer des librairies. Soit on importe la totalité de la librairie, on fait import et puis le nom de la librairie en question, ou quoi, du package en question, du module. En l'occurrence, on aurait pu faire import Selenium, par exemple. Ou sinon, on ne souhaite pas tout importer, on va faire un from le module en question et importer seulement quelques éléments qui nous concernent. Également, ce qui est possible, c'est pour ces éléments-là, quand ils sont un peu longs, ou pour coller un peu plus avec la pratique qui est liée au module. Par exemple, ici, vous voyez qu'on a une méthode qui s'appelle Inspected Conditions.
de Selenium. En l'occurrence, très souvent, les gens sur le web qui connaissent un petit peu qui connaissent cet outil-là, qui l'utilisent régulièrement, bah, c'est souvent un alias, on met EC, donc en majuscule. Donc là, nous, on va définir exactement le même alias, qui va permettre, voilà, si on fait du copier-coller du test, etc., on va se retrouver dans le même cas de figure, c'est plutôt assez pratique. On va récupérer également donc no such element exception. C'est quelque chose qui est très important dans Selenium. Pourquoi? Parce qu'en fait, très souvent dans Selenium, on est dans le cas de figure où on va s'amuser donc à parcourir ce qu'on voit à l'écran dans un navigateur. On va le faire dans quelques secondes, quelques minutes. Ce qui peut se passer, c'est que ce qui apparaît à l'écran soit est aléatoire, soit également est lié au fait qu'on scrolle et qu'on récupère quelque chose plus bas, etc. Et qu'au bout d'un moment, cet élément-là n'existe pas. Pour autant, on ne souhaite pas forcément planter le code. Et c'est là où on va faire un try except. On peut le retrouver dans la playlist Python, qui va permettre de gérer les erreurs. Et le try except, on va en faire un notamment tout à l'heure, va nous permettre de gérer cette exception-là et de faire en sorte qu'on passe tout simplement, qu'on ne s'occupe pas du tout de l'erreur et que notre code continue à fonctionner. Alors, j'ai un cil dans l'œil, c'est pas très pratique. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui est très utile avec Selenium. Notamment, on va pouvoir aussi dire, voilà, quand ça n'existe pas, peut-être on va conditionner un autre type de comportement, où c'est peut-être là qu'on va pouvoir dire, ok, finalement, comme ça n'existe pas, je suis vraiment arrivé en bas de ma page, et je peux activer une autre action, etc. Ensuite, donc on a aussi les options de Selenium qu'on va passer. Le by, lui, il est assez classique, on va le voir. Et puis derrière, on a quand même besoin des éléments de base, des librairies de base de Python. Donc sys, os, time et re, c'est-à-dire pour gérer les regex. Vous allez voir, on va le faire, c'est très simple ce qu'on va réaliser avec. Alors, première chose, nous ce qu'on va vouloir faire, c'est, on va partir avec ici, hop, voilà. On va avoir ici donc un bloc. Je vous invite vraiment cette fois-ci à aller voir la playlist si vous le souhaitez et à regarder vraiment dans le détail quel est l'intérêt de cet élément-là. Si on doit résumer l'intérêt de ce qu'on fait, c'est un petit peu comme en C ou C++. On va retrouver donc une fonction main en fait, qui est celle qui va être lancée de base. On va la retrouver aussi quand on fera notre code en Golang. C'est bien de fonctionner comme ça, je trouve que déjà ça conditionne l'ordre du fichier quand on le relie, mais pas seulement quand on le relie avec Python par exemple, c'est ce qui va permettre aussi d'utiliser, d'appeler des librairies d'autres fichiers. Nous ça va pas être notre cas, mais c'est plutôt une bonne pratique de le faire. Ici, on va dire, voilà, si on est dans le cas de main, c'est-à-dire on va lancer notre fichier, eh bien, on a plusieurs cas de figure. On a soit le cas où, ok, tout se passe bien, donc on est dans main, soit sinon, si on capture le fait qu'on ait un arrêt au niveau du clavier, tout simplement, moi, ce que je veux prévoir dans ce cas de figure-là, c'est le CTRL-C. Qu'est-ce que je fais quand je fais un CTRL-C? Eh bien, tout simplement, je fais un exit 0, je ne sors pas sur une erreur, je sors sur quelque chose de très simple, comme s'il n'y avait pas eu de souci. Donc un exit 0, pas un exit 1 ou autre. Donc voilà, c'est ce que permet juste ce petit bloc, et il permet de renvoyer à la fonction main. C'est quelque chose d'assez basique, on va dire, quand on fait des programmes. On retrouve alors ça avec des petites nuances, mais on le retrouve assez régulièrement. Hop là, celui-ci on va l'indenter comme il faut. Voilà, donc derrière on part sur options. Donc options, c'est celle qu'on a ici, qu'on utilise, donc cette méthode que l'on utilise. Donc vous avez le survol, je vous invite à installer dans Visual Studio Code, vous avez les extensions à Python par exemple, vous allez pouvoir les utiliser, vous voyez que ça va permettre de retrouver des éléments. Là en l'occurrence c'est simplement le fait, donc on instancie la méthode option pour pouvoir définir ensuite des options à notre Selenium driver. Donc du coup, derrière, on va passer un ensemble d'options. On va définir nos options pour cette instance finalement d'options. Alors je vais dézoomer un petit peu, on a les commentaires qui sont importants, on peut se mettre comme ça, voilà. Donc derrière, on a différentes options. Donc dans ces options, qu'est-ce que l'on a fait? Donc on a rajouté une première option, donc sur l'instance option finalement qu'on a, on utilise la méthode add-argument pour définir différentes options. Première option, c'est le -no sandbox, qui est une particularité, on ne va pas rentrer dans le détail de Selenium, je ne suis pas un spécialiste de tout ça, mais qui permet simplement d'éviter d'utiliser l'option sandbox
de Selenium qui permet notamment d'isoler les process, donc le CPU, la mémoire, etc. Donc il y a des possibilités assez fines pour Selenium. Derrière, pourquoi? Parce que tout simplement Selenium peut avoir des comportements assez variés, nécessiter beaucoup de ressources, etc. Donc du coup, ça peut permettre d'isoler, de conserver d'autres process à côté, etc. etc. L'autre argument, c'est le --disable dev share memory usage. Donc ça évite d'utiliser dev SHM, donc qui va être trop petit généralement pour Selenium parfois, pas tout le temps, et va générer des bugs au niveau de Selenium et des bugs relativement difficiles à débugger. Alors ça, je ne l'ai pas inventé, hein, c'est quelque chose que j'ai récupéré suite à des bugs que justement j'avais rencontrés quand j'ai scrappé YouTube, je crois, ou Twitter, peu importe. Donc j'avais un Selenium qui plantait parce que je parcourais beaucoup d'éléments, Selenium consommait beaucoup de mémoire, et au bout d'un moment ça finissait par péter, et j'arrivais pas du tout à parcourir ce que je voulais parce que j'avais pas assez de mémoire. Donc du coup, il faut vraiment aller au-delà. Ensuite, on a le Add Experimental Option qui va permettre d'éviter, alors hop là, j'ai pas mis éviter, les notifications. Les browser notifications. Donc les notifications de navigateurs. Souvenez-vous ou pas, mais je pense que vous l'avez déjà rencontré. Quand vous avez un navigateur, vous l'ouvrez et parfois vous avez des notifications qui apparaissent de manière vraiment involontaire. C'est pas vous qui l'avez souhaité, etc. Bien sûr, nous, si on est en train de scraper, notre applicatif, il va pas comprendre. S'il y a une notification qui sort, ça va le perturber, potentiellement ça va peut-être casser le fonctionnement du programme. Ça va pas fonctionner et ça va être assez embêtant. Donc là, on prévient en faisant ça, donc on dit qu'on va avoir des cas d'exception, et dans les cas d'exception, on ne veut pas, donc c'est comme si on disable puisqu'on exclude le enable automation. Ensuite, on va donc lancer notre WebDriver, donc Selenium finalement. Donc lui, on le lance. Vous voyez qu'on le retrouve d'ici. Donc ça vient de Selenium, hein. C'est bien WebDriver qu'on utilise. Et là, on va pouvoir passer point et point la méthode qui correspond à notre navigateur. En l'occurrence, nous, c'est Chromium, mais c'est Chrome hein, finalement. Et on va lui dire qu'on va lui passer des options. Et ces options, elles valent les options qu'on a définies juste au-dessus. Donc pas plus compliqué que ça. Donc avec ça, on a déjà ouvert un navigateur. C'est une première chose. Une fois qu'on a ouvert un navigateur, nous, ce que l'on souhaite, c'est aller sur une page donnée. Donc, la page que l'on souhaite ouvrir, hop, voilà, on va ouvrir. Nous, on veut scraper Yahoo Finance. Attention, je le répète, l'objectif, c'est pas du tout d'avoir quelque chose de propre. Hein, c'est c'est plutôt une vocation pédagogique. Nous, on veut les crypto-monnaies. Alors, je vais vous expliquer la limite de ce que l'on a. Hop là, pourquoi ça ne s'affiche pas? Ok, c'est toujours quand on veut faire des tests que ça ne marche pas. Hop, là. Alors, donc ça mouline un petit peu. Ok, alors. On va recommencer, c'est pas grave. Crypto. On va la retrouver ici. Non, c'est pas lui. On va la retrouver, on va y arriver, vous inquiétez pas. Alors pourquoi ça peut bloquer? C'est que je l'ai quand même bien matraqué Yahoo Finance, et qu'au bout d'un moment, ils vont peut-être en avoir marre de moi. Ok, c'est pas grave, on va le lancer directement par Chrome. Pourquoi il est bloqué? Je ne sais pas, c'est pas grave. Donc nous, ce qu'on veut faire, c'est donc parcourir une page web, on va la voir ensemble. Cette page, moi je la définis ici. Donc je dis page, ma variable, égale browser, donc c'est-à-dire notre navigateur finalement à travers Selenium, get, donc pour la page qu'on souhaite lancer, et nous on veut lancer la page finance, Yahoo, crypto-monnaie, et on veut donc lui passer certains paramètres, vous voyez ici. Donc pour faire ça, ce qu'on va faire, on va mettre à la fin un time.sleep, de manière à rester en pause après. L'intérêt de rester en pause après, c'est, donc là on est en secondes, voilà, on va mettre 600 secondes. L'intérêt de rester en pause après, c'est que derrière, il ne va pas fermer directement le navigateur. Parce que là, il va nous ouvrir réellement un navigateur. Alors, dans les options que je ne vous ai pas mises, c'est cette option-ci. Hop, voilà. Donc, c'est l'option Add argument
"-headless". Le headless, il permet tout simplement de ne pas lancer réellement le navigateur en visuel sur l'écran. Et donc le "-headless va permettre, et ça sera le cas pour nous plus tard, mais quand on est en mode développement, on aime bien avoir le navigateur parce que vous allez voir, on va aller récupérer des éléments dedans. Et donc le "-headless, pour l'instant, on ne le met pas encore. Là, l'intérêt, c'est qu'on va pouvoir faire ça. Donc du coup, on va lancer, hop, ici, notre scrap.py. Donc si je le lance, hop, voilà, je me retrouve ici avec cette page-ci. Ok, derrière donc cette page-ci, qu'est-ce qui se passe? C'est souvent ce qui arrive, on a besoin du consentement sur une page web. Alors pas toutes, hein, c'est encore assez variable, mais avec GDPR, etc., on les retrouve. Et nous, ce qu'on veut faire, c'est sortir de cette impasse finalement quand Selenium se lance, puisqu'on vient de lancer la page en question, nous on veut accéder aux valeurs qui sont derrière cette page et pas à ça. Pour accéder à ça, il nous faut cliquer sur « Accepter tout » ici. Donc ça, c'est quelque chose qu'on fait très 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 souvent avec Selenium. On clique sur « Inspect » ici. Donc clic droit sur le bouton Inspect. Je pense que vous avez tous à peu près pratiqué ça au moins une fois dans votre vie. Ici, on va recommencer. Donc ça nous ouvre ici Firebug. Alors je ne sais pas si ça s'appelle encore Firebug, je ne sais pas trop. Mais ça, c'était moi il y a quelques années. On était même obligé de l'installer. Maintenant, c'est par défaut. Et donc là, on va retrouver ici, hop, très exactement notre bouton. Donc c'est ce bouton-là. Et avec Selenium, il y a plusieurs manières de fonctionner. Donc là, aujourd'hui, on ne va pas voir trop d'éléments, et je crois que même tout au long de la playlist, on ne voit pas trop d'éléments compliqués. Nous, on va fonctionner par ce qu'on appelle le XPath. Le XPath, c'est quoi? C'est finalement comme si on devait parcourir petit à petit, en parcourant le CSS ici, donc HTML, body, div, etc. de cette manière-ci, et aboutir à la fin à bouton, et voir même le A, etc. Donc le A, href, qui correspond. Et bien pour faire ça, pour simplifier la vie, maintenant, c'est parce que je suis un peu ancien, mais maintenant c'est assez simple puisqu'on peut utiliser copy XPath, soit le full, soit une partie du XPath. Donc si je fais copie du XPath, comme ceci, je peux même fermer ici, on peut l'arrêter, et si je colle hop, ici, donc mon élément juste ici, vous voyez qu'ici j'ai un cheminement finalement que je souhaite réaliser directement avec mon navigateur pour aller cliquer sur le bouton final qui est là. Donc on rentre petit à petit dans le détail. Alors c'est pas le full XPath parce que vous voyez que déjà on démarre par un ID consent page qui nous place directement déjà au bon endroit, etc. Donc nous, Selenium va permettre de lever cet élément-là très très facilement. Comment on va faire? Bien pour le faire, on va tout simplement demander à rechercher un élément. Hop là, donc rechercher l'élément en question. Donc on va créer une nouvelle variable, donc ici button, hop, here. Donc browser, on repart toujours de notre navigateur. On va lui dire ok, trouve-moi un élément. Alors on peut trouver, donc il y a find element ou find elements avec Selenium. Dans ce cas-là, on sortirait une liste et on ne pourrait pas cliquer sur l'ensemble des éléments. Il faudrait repasser par un système de parcourir la liste avec Python et ensuite de les cliquer un à un, ce qui est un petit peu différent de notre cas de figure. Là, on sait qu'on a un seul bouton, donc ça ne va pas être compliqué. Donc on dit recherche-moi cet élément-là. Et de quelle manière, entre parenthèses, donc c'est là où on retrouve le by qu'on a vu tout à l'heure, by XPath. Il y a du by CSS par exemple, il y a d'autres manières de le faire. Nous, on fait par le XPath qui est quand même beaucoup plus agréable à réaliser. Derrière, ici, on peut même passer des wildcards dedans. Attention, les wildcards, c'est un petit peu particulier sur cette partie-là. Alors, je vais virer ça. Vous voyez qu'ici, on retrouve vraiment notre bloc, un texto. C'est exactement la même chose que j'ai été à retrouver avec mon clic droit en copiant le XPath. Donc, on retrouve l'élément ici. Et donc, j'ai été rechercher browser, donc mon navigateur, find element, et donc ça nous permet de récupérer le bouton en question. Et nous, sur le bouton, Selenium nous permet de réaliser différentes actions. Notamment, parmi les actions, on va retrouver le clic, tout simplement, et donc ça va nous permettre de cliquer sur ce bouton. Donc là, la différence, elle est minime, mais elle est importante pour réaliser ce qu'on a à faire, c'est que là, vous allez voir, ça va être complètement différent. Hop, il faut que je ramène assez vite ça, voilà. Hop. Dommage que ça s'ouvre à côté. Et donc là, vous voyez, finalement, ça a réussi à ouvrir la page qu'on souhaitait ouvrir. Ici, vous voyez qu'on a quand même les paramètres en haut. Alors, je vous les montre pas, vous les voyez peut-être pas, mais on a le paramètre count égale à 100. Pourquoi? Parce que tout simplement, nous, ce qu'on veut, c'est afficher le maximum d'éléments possibles sur la même page. Ce qui va permettre de gagner du temps dans le scrap, puisque
Si on a, là voilà, on a choisi la pagination finalement maximum. Ma pagination maximum, c'est quoi? On avait 25, 50, 100 et on n'a pas plus. Moi j'ai pris 100 le maximum. Ça veut dire qu'on affiche 100 par page et ça veut dire que du coup, on va pas avoir besoin de parcourir autant de pages que si j'en avais que 25. L'intérêt, c'est que ça va tout de suite beaucoup plus vite, puisque en fait, vous allez voir avec Selenium, on va parcourir, donc là ça va pas être aujourd'hui, mais ça va être sûrement la prochaine vidéo, on va avoir besoin de parcourir pour récupérer ici chacun des éléments qui sont à cet endroit-là. Et donc plus j'en ai dans la même page, moins j'ai besoin d'ouvrir de pages, et ouvrir une page demande du temps, à chaque fois un peu plus de temps. Donc ce qui est un petit peu dommageable. Donc derrière, c'est quelque chose qui est important à avoir en tête. Nous aujourd'hui, ce qu'on veut juste faire, c'est récupérer ici le nombre d'éléments total. Puisque derrière, comme on sait qu'on en a 100 par page, si on sait qu'on en a 391, on va dire que le maximum, le nombre de pages doit correspondre à 400, à 4 pages finalement, puisqu'on n'a pas de 100. Et donc derrière, nous, si on récupère le 391 et qu'on arrive à faire l'arrondi au-dessus, on va tomber à 400. Et derrière, si on fait tout simplement une boucle for avec un pas de 100, eh bien on va parcourir 4 fois, on va faire 4 boucles. Et donc derrière, on va pouvoir récupérer chacun des éléments, on va pouvoir ouvrir 4 pages finalement, et les 4 pages qui correspondent. Pourquoi? Parce que derrière, on va pouvoir faire varier aussi également ici le paramètre de l'offset qui est présent en haut. Donc là, on peut virer cette partie-là. Donc on a la partie count, on a la partie offset. La partie offset, c'est celle qui va permettre de dire, ok, je redémarre à la page suivante. Donc si j'ai un count de 100 à 0, ça veut dire que je vais de 0 à 100. Si j'ai un count de 100 avec un offset de 100, eh bien, je vais repartir je vais faire de 100 à 200 et ainsi de suite de cette manière-là. Donc nous, c'est ce qu'on va faire. Hein. De toute façon, vous allez voir, c'est juste du code et c'est tout. Donc là, on peut le fermer. Alors, oui, on peut le fermer. Et on a quand même un petit ajustement à faire. Souvenez-vous, au tout début de la vidéo, je vous disais, on va faire des try accept. Tout simplement parce qu'on va transformer ce bloc-là de cette manière-ci. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que, comme je vous disais tout à l'heure, il peut se passer que finalement, le bouton qui est ici n'existe pas. Imaginons que le consentement, on l'a déjà passé par ailleurs, ou pour X ou Y raison, peut-être que je ne suis pas dans un pays qu'il nécessite, etc., et que Yahoo, du coup, ne présente pas cette page de consentement. Qu'est-ce qui se passe? Si jamais elle n'existe pas, et que je lance quand même button égale browser find element, je vais avoir une erreur, et du coup, mon programme ne va pas se lancer. Moi, c'est pas ce que je veux. Moi, ce que je veux, c'est que si le bouton apparaît, je clique dessus. Hein, si la page avec le bouton apparaît, je clique dessus. Par contre, s'il n'y a rien, je ne m'occupe pas, je passe et je continue à dérouler mon code. Donc du coup, c'est pour ça que j'utilise ici le try. Donc j'essaye de faire ça. S'il y est, je clique. Sinon, je ne m'occupe pas, je fais rien et je continue simplement. Donc je passe. On pourrait même loguer pour avoir plus d'informations. Scraper, c'est aussi l'occasion de vérifier certaines règles, etc. Ce qui pourrait être possible si on faisait du testing, par exemple. Alors, ça c'est le premier élément. Maintenant, comme je vous disais tout à l'heure, nous ce qu'on veut c'est aller récupérer le 391. Donc si je relance, hop, on va procéder de la même manière qu'on a fait pour le consent. Ici, donc on a notre consent. Et ici, vous voyez qu'on a le 391. Donc si on veut faire un petit calcul pour monter à 400, donc qui sera notre max range, on va l'appeler comme ça, vous allez voir juste après, eh bien il faut qu'on récupère ce 391. Ben, on commence, on fait inspect, clic droit, alors hop, voilà, on va se remettre comme ceci, hop, inspect, voilà, et on va récupérer, alors je suis mal placé, mais ici, vous voyez, ici, on a notre 391. Je ne sais pas si je peux zoomer, non, si, je peux zoomer ici. Notre 391, il est là. Donc nous, ce qu'on peut faire, c'est toujours de la même manière que tout à l'heure, on va faire un copy, copy full, voilà, de cette manière, xpath, pardon, de cette manière-ci, et on peut récupérer l'élément en question. Ce qui va nous donner, hop, voilà, donc, je rouvre mon navigateur, voilà, mon Visual Code, ce qui va nous permettre de récupérer cette valeur-ci. Alors, donc on va dire ça c'est notre max number, c'est le nombre total, la taille totale de notre... hop là, j'ai bien repris le bon, oui. C'est notre taille totale, donc notre 391. Nous ce qu'on voudra c'est avoir 400. Hein. Dans ce cas de figure là, ce ne sera pas 391. Donc là, qu'est-ce qui se passe?
On fait toujours comme on l'a fait tout à l'heure. C'est ça qui est intéressant, hein, c'est que des fois, il n'y a pas besoin de réinventer les choses. Et là, c'est là où derrière, on pourrait imaginer des fonctions, hein, pour simplifier la vie. Alors, pas forcément sur ce cas de figure-là, mais on pourrait imaginer des fonctions. D'ailleurs, on a collé le XPath ici pour récupérer le span qu'on avait tout à l'heure, hein, c'était un span, donc si on fait un copier-coller de ce qu'on avait tout à l'heure, ça permet de le faire. On trouve l'élément en question. Alors là, on veut faire quelque chose de différent. L'élément, ce qu'on veut, c'est pouvoir récupérer sa valeur, donc la valeur du span. Donc là, si on le veut brut, on pourrait très bien retrouver d'autres caractéristiques, d'autres attributs, hein, d'un point de vue CSS, du span. Nous, on va juste récupérer le texte. Donc vraiment le truc épuré. Et derrière, on peut faire un print, hein, d'ailleurs, pour voir un petit peu à quoi ça ressemble. Print de max number. Voilà. Donc là, si on relance ce que l'on a fait, qu'est-ce qui se passe? Alors, hop. Donc là, à côté, il m'a lancé, hein, le navigateur que j'ai ici. Hop, voilà. On va le laisser comme ceci. Voilà. Donc ici, on a notre 391, hein, qui est là, 1 à 100 résultats sur 391, et là il nous ressort la même chose. Donc le texte, finalement, le span englobe du 1, donc du 1 à 100 résultats sur 391. Ok, maintenant qu'on sait ça, on va pouvoir opérer sur cet élément-là. Donc pour ça, il va nous falloir une regex, parce que ce qu'on veut, c'est récupérer le 391 qui est juste à la fin, et c'est tout. Donc pour récupérer cet élément-là, ce qu'on va faire, on va utiliser donc notre fameuse regex, et on va faire ceci. Hop, voilà. Hop. Alors après, on peut imbriquer, hein, plus ou moins les choses et tout. À vous de trouver votre équilibre. On peut, avec Python, on pourrait imbriquer l'expression régulière directement dessus, etc. Peu importe. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on appelle RE, donc qui est le module d'expression régulière de Python, .match. Et là, on lui dit, écoute, nous, ce qu'on veut, on veut un truc qui ressemble à ça. De toute façon, vous avez vu que c'est quand même très très limité, hein. Donc point étoile, attention, on est sur Yahoo FR, hein, français, sur l'autre ça ne marchera pas parce que vous voyez on utilise sur. Donc on utilise quelque chose devant sur, un S suivi d'un espace, et ensuite on capture tous les caractères numériques qui sont compris entre la fin et l'espace en question. Donc là on le fait de cette manière-ci, hein, c'est la regex classique. Et donc on fait ça sur le max number qu'on a juste au-dessus. Et on édite toujours notre variable max number qui existe déjà. Donc là, si je fais ça, finalement, je récupère le 391. On va donc avoir épuré les choses. Donc on peut le lancer comme ceci. Hop, donc là, il me lance à côté. Je ne vous remets pas à chaque fois le... Ouais, je peux vous le mettre, mais le Chromium, il est là. Hop, voilà. Il devrait nous le capturer. Tac, j'ai pas oublié d'éléments. Alors, des fois, ça ne lui plaît pas quand on déplace les choses. Alors, voilà. Donc là, il nous a récupéré le 391. Alors, je ferme à côté, je stoppe celui-ci. Il nous a récupéré ici, vous voyez, le 1 sur résultat 391. Et vous voyez qu'ici, c'est le résultat de la regex. Alors le résultat de la regex, ça s'enregistre à re.match sous forme de groupe, c'est-à-dire c'est une liste, hein, c'est un objet, hein, finalement, vous voyez, c'est marqué objet, et cet objet finalement c'est une sorte de liste. Donc si on a plusieurs éléments qui correspondent à la regex en question, on va retrouver tous ces éléments-là sous forme de liste dans l'objet qu'on va pouvoir parcourir par la suite, sous forme de liste. Là, en l'occurrence, nous, on sait qu'on a un seul élément. Donc, pour récupérer cet élément-là, qu'est-ce qu'on va faire? On va pouvoir utiliser la méthode groups de la regex, voilà, de cette manière-ci. Donc là, on va faire un print size, plus le max number, qui est devenu notre objet groupe, hein, finalement. Et dedans, donc, on va dire, ok, parcours-moi les groupes, et quel groupe je veux le groupe 0, c'est-à-dire le premier groupe que je rencontre. De toute façon, je sais que le premier élément que je rencontre dans les groupes, de toute façon, moi je sais que j'en ai qu'un compte tenu de la requête que j'ai faite. Donc là, si je repasse les éléments, donc là on le laisse tourner tranquillement, hop, on devrait avoir 391 qui va sortir normalement. Alors, il faut le temps qu'il charge, voilà, toc, voilà. Donc là, il nous dit size 391, c'est exactement ce qu'on lui a demandé, parfait. Alors maintenant,
voilà, on arrive sur la fin un petit peu de notre vidéo. Ce que l'on veut, nous, c'est pas 391, ce que je vous ai dit, c'est 400. Pourquoi? Parce que derrière, on va pouvoir faire des boucles et itérer cette boucle avec un pas de 100. Donc on va lui dire, ok, moi, on va définir une variable qui va prendre le max de la valeur qui correspond. Donc nous, on est à 391, on va prendre la valeur de la centaine au-dessus, c'est-à-dire 400. Si j'étais à 412, par exemple, bah, je prendrais 500, etc. De manière à parcourir suffisamment de pages qui englobent la totalité de nos éléments. Donc là, moi, je suis sur 391. Ce que je veux, c'est arrondir à 400. Donc pour ça, il me faut un simple calcul. Alors, simple, tout est relatif, comme dirait l'autre. Mais derrière, nous, ce qu'on va faire, on va repartir dessus. Donc on va dire si j'ai max number, si je ne l'ai pas, ça pose un problème. Mais si j'ai max number, d'ailleurs on pourrait faire un try accept éventuellement. Donc si j'ai un max number, qu'est-ce que je fais? Je vais calculer un max range. Ce max range, c'est quoi? Donc les groupes ils ressortent pas forcément en integer, hein, donc c'est pour ça que je vais caster, ce qu'on appelle caster, mais je prends ce qu'on a fait la même chose au-dessus, c'est-à-dire je prends le max number sur lequel je retiens le premier groupe, c'est-à-dire l'index 0. Donc là, c'est cet élément-là. Donc ça me prend 391. 391, ensuite, ce que je peux faire, c'est que j'ai 3 caractères. J'ai 3, 9, 1. Donc c'est une liste, hein, finalement, c'est un slice qu'on peut parcourir. Là, en l'occurrence, si je veux le caractère 3, c'est-à-dire le tout premier caractère, bah, ça va être l'index 0. Donc là, c'est pour ça que je passe donc, mon groupe 0, hein, d'index 0, et mon caractère d'index 0 également. Donc là, je vais récupérer le 3. Ce que je fais, bah, je me dis, ok, moi, ce que je veux, c'est le caractère au-dessus. On a dit qu'on veut toujours la centaine au-dessus, ou en tout cas, je ne suis pas certain que ce soit une centaine non plus. Donc c'est là où on va s'intéresser ensuite au calcul, mais première chose, ce que je veux, c'est le caractère au-dessus. Si j'ai 3, je veux 4, si j'ai 4, je veux 5, etc. Donc là, on va rajouter juste plus 1 de cette manière-ci. Et ensuite, ce qu'on veut faire, c'est multiplier par 10 et calculer le nombre de caractères qu'on a à chaque fois. Si j'ai 391, ça veut dire que j'ai 3 chiffres. J'ai 3, 9, 1. Donc ma longueur de mon groupe, c'est 3. Donc, puisque j'ai les index 0, 1 et 2, j'ai 3 caractères. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est à chaque fois, on va calculer et on va appliquer ça à la puissance de 10. Donc cette longueur. Donc si j'ai moins 1, bien sûr. Donc si j'ai 391, j'ai 3 caractères, je retire 1, il m'en reste 2, donc ça veut dire que je fais 10 puissance 2. Donc je retiens le 4 que j'ai au tout début, qu'on a calculé, multiplié par 10 à la puissance de 2. Donc ça fait 4 fois 100. Ainsi de suite. Si j'avais plus de 1000 cryptos, par exemple, eh bien j'aurais une puissance de 3. Puisque j'aurai une longueur de 4, je retire 1, donc j'ai une longueur de 3, 10 puissance 3, donc 10 fois 10 fois 10, fois le max que j'ai ensuite sur la première valeur. Donc ça, ainsi de suite, de cette manière-là. Voilà, donc ça c'est le principe qu'on a appliqué. C'est valable, je suis en train de le découvrir, je pense que c'est valable que sur les centaines quand même, malgré tout. Toc, toc, toc. Non, oui, c'est bon. Donc ouais, c'est valable que sur les centaines, je suis en train de me dire. Bon, c'est pas très grave, nous ça s'applique à notre cas de figure. C'est valable que sur les centaines parce que si on applique sur les milliers, là on appliquerait donc sur le premier caractère et là on ferait un saut de 1000. Donc on prendrait le millier au-dessus et pas la centaine au-dessus. C'est pas très, ce serait pas compliqué de modifier. Là en l'occurrence, à vous de vous faire ce petit exercice-là. C'est du coding game si vous souhaitez le corriger. Là, en l'occurrence, nous, cette valeur-là, elle va pas changer comme ça. C'est pas très grave. Mais là, on a fait le calcul. Tant qu'on sait que tant qu'on restera sur les centaines, ça fonctionnera de toute façon. Et si on passe sur les dizaines, ça ne fonctionnera pas forcément. Ça sera pas très problématique parce que notre boucle finalement va tourner. On aura peut-être une exception qui va ressortir, c'est pas certain. On pourra faire une exception sur une page 404 parce que finalement la page n'existera pas ou son contenu sera vide. Donc là on va printer le max range ici, hop, voilà, comme ceci. Et donc là on va relancer notre script comme ceci. Hop. Donc là qu'est-ce qu'on va faire? On va avoir size de 391 et on va avoir notre
400. Et donc là, on sera prêt dans une prochaine vidéo à faire un pas de 100 sur 400. On aurait pu faire l'inverse, hein, on aurait pu calculer juste le premier chiffre, en tout cas la première valeur, et la parcourir, ce qui aurait été pas plus compliqué éventuellement dessus. D'ailleurs, ce qui aurait été même presque plus logique. Si vous voulez vous faire l'exercice mieux, hein, maintenant que j'y pense, ce sera beaucoup plus simple, c'est de diviser par 100 tout simplement le max que vous obtenez. Ce sera beaucoup plus simple même que je vous dis là, ce que je vous dis là. Hein. Donc si on reprend ici, vous calculez la centaine au-dessus. Hop, voilà. Hop. Est-ce que je l'ai bien ici? Hop. Ouais, ici. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est tout simplement ici. Ouais, il faut récupérer tout ce qui est au-dessus, les premiers caractères. Tac, tac, tac. Donc ouais, ce qu'il faudrait, c'est diviser par 100, en fait, le max groups. On peut le faire vite fait. Donc on a ici notre max group ici. On peut le diviser par 100, en fait ici, hein, donc on peut se créer un truc ici, on va dire centaines par exemple, égal, comme ceci. Donc là on a récupéré le groupe, on récupère 391, 391 on va le diviser par 100, n'est-ce pas, et une fois qu'on le divise par 100, hop, si on print centaines, tac tac tac, il faut qu'on récupère le reste. Alors ouais, peut-être pas. Hop, voilà. Si on fait un print comme ceci, je sais plus en Python. Hop, est-ce qu'il nous affiche bien notre élément? Hop, hop. Ah, hop là. Ah, ouais, on va retomber. Est-ce qu'il va nous permettre de caster? Oui. Donc si je le fais comme ceci, je pense que là il va nous faire ce qu'il nous faut. Voilà, vite fait. Effectivement, on était donc le groupe, c'est un string. Ah ouais, ok, il le prend pas. Diviser. Tac tac tac. Pourquoi il le prend pas lui? Ah. Ouais, je l'ai pas fait au bon endroit. Bon, on va. Je fais juste la petite correction. Donc le int il est là en fait. Int de ça. Divisé par 100. On affiche la centaine. Éventuellement on peut peut-être le laisser comme ça. On va voir ce qu'il va faire. C'est assez intéressant. Par curiosité. Hop. Voilà. Toc. Hop. Voilà. Donc il nous retrouve le 3. Parfait. Donc il nous retrouve le 3 ici. Hop, qui nous a... Ah, mais pourquoi il nous a trouvé le 3? Oui, c'est ça, on a divisé par 100, pardon. Le 3, donc auquel on peut faire plus 1. Et en fait, si on avait été sur 1000, ça aurait fonctionné de la... 1000, en tout cas quelque chose sur les milliers, ça aurait fonctionné de la même manière. Donc on fait plus 1, quoi qu'il arrive sur cette valeur-là. Et derrière, on va la multiplier par... Toc, 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 que je dise pas de bêtises. Je suis perdu maintenant dans ma tête. Et on la remultiplie par 100. Non, quoi, on n'a pas besoin de la multiplier par 100, puisqu'on pourrait dire notre max number, il est basé sur cette valeur-là, en fait. Hop, voilà, max number égale, hop, ça. Et en fait, au lieu, sur notre boucle, qui viendra par la suite, au lieu de faire... Hop, désolé, je rallonge la vidéo, c'est un peu dommage. Mais au lieu de faire sur notre boucle, après faire des pas de 100, ce qui n'est pas forcément très joyeux, terrible, on va faire juste des pas de 1 finalement, puisqu'on a divisé déjà par 100 finalement. Et surtout là, du coup, on va être couplé au millier sans difficulté. Et si on est inférieur au millier, on aura quoi qu'il arrive le plus 1 qui s'appliquera. Donc on aura forcément un premier pas qui sera de 100 également, quoi, un pas de 1 qui sera valable également. Et donc là, du coup, on va avoir 4. Et on sait qu'on a 4 pages à parcourir. Ce qu'on va pouvoir appliquer donc en remultipliant par 100 bien sûr après, mais dans le paramètre de la base. Donc on le verra dans la prochaine vidéo de toute façon, mais là ça va marcher. Ce qu'on veut c'est 4. Dans ce cas de figure là, hop, voilà, il devrait nous sortir 4. Ah, ça rame un petit peu.
Donc là, ça vient juste ouais, de mon débit internet qui rame. Et comme la page n'est pas encore considérée comme acquise par Selenium, bah, du coup, il ne nous rend pas encore le résultat. Hop. Alors. Je vais l'arrêter, je vais le refaire. Hop, ça devrait être fait normalement. Alors, on le laisse. Voilà. Donc là, on retrouve notre 4. Donc ça, c'est important. Du coup, on va faire une boucle for i in de 0 à la valeur qu'on a. Et ça nous donne notre 4. Et du coup, on va pouvoir parcourir chacune des pages. Donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Hein. C'était une petite mise en jambe. Alors je vois que j'ai mis pas mal de temps juste pour ça. Voilà, n'hésitez pas à reprendre des choses pour les gens qui débutent. Il y a la playlist Python qui devrait vous aider. Et on va poursuivre comme ça, petit à petit. J'essaierai de faire un petit peu plus condensé les prochaines fois. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Cliquez sur rejoindre pour soutenir mon travail, soutenir la chaîne. Parlez-en autour de vous. Mettez des commentaires également. Il y a plein de choses qu'on peut modifier, simplifier, etc. N'hésitez pas, faites-vous plaisir. Et moi, je vous dis à toutes et à tous, à très bientôt. Ciao à tous.